Le 15 juillet 2025 a marqué la fin d'une histoire qui avait commencé il y a plus de 3 décennies auparavant. Michael Bernard, Bell, après avoir passé 30 ans dans le couloir de la mort dans l'État de Floride, a été exécuté par injection létale. Aujourd'hui, nous allons retracer les moments qui ont conduit à cette issue, les décisions qui ont scellé son destin, les tentatives désespérées pour l'éviter et les derniers instants avant que sa vie prenne fin officiellement. Pour comprendre comment un homme est devenu l'un des noms les plus connus du système judiciaire américain, nous devons remonter au début des années 90, à Jacksonville, en Floride, à 7. Bell n'était pas encore condamné, mais un jeune homme rongé par le ressentiment, des pulsions violentes et un passé déjà entaché de sang. Tout a commencé avec la paix. Mort de son frère Lamar, assassiné lors d'une altercation avec un homme nommé Theodore Wright. Le tribunal a déclaré que Witt avait agi en légitime défense. Mais pour Michael, ce n'était pas justice, c'était une dette à régler. Au cours des mois suivants, son entourage entendait toujours la même menace. Un jour, il se vengerait. Et en effet, en décembre 1993, il décida que le était venu de tenir sa promesse. Il se procura un fusil AK-47, des munitions et un plan simple, mais dévastateur, trouver Theodore et le tuer. Cependant, le destin prit un tournant inattendu. Cette nuit-là, il a vu une voiture jaune garée qui, il pensait appartenir à Wright. Il ne vérifia pas, il ne posa pas de questions, il supposa simplement. Et cette décision allait être irréversible. À l'intérieur du véhicule, et se trouvait Jimmy West, le demi-frère de Theodore, et Tameka Smith, une jeune fille de 18 ans. Aucun d'eux n'avait la moindre idée de ce qui allait se passer. Quand ils sont sortis la boutique de spiritueux et sont montés dans la voiture, Michael est sorti de l'obscurité, a levé son fusil et a tiré. À plusieurs reprises, Jimmy est mort sur le coup. Tameka, gravement blessée, a réussi à respirer quelques minutes de plus, mais elle est décédée. Sur le chemin de l'hôpital, une troisième personne, qui les accompagnait, a survécu en se cachant sous le plancher de la voiture, indemne. Mais marqué à vie, Bell ne s'est pas arrêté là. Il a tourné son arme vers la foule qui attendait devant le local et a ouvert le feu. Les balles ont touché les fenêtres, les murs, et même une maison voisine où des enfants jouaient. Miraculeusement, aucun d'entre eux n'a été blessé. Il s'est ensuite enfui. Plus tard dans la nuit, il a avoué à sa tante ce qui s'était passé. D'une phrase froide, « Théor a tué mon frère et maintenant j'ai tué le sien. » Le commencien. Enquête a mis du temps à être close. Il s'est écoulé 1 an avant qu'il ne soit arrêté, et cela se produisit que grâce aux témoignages obtenus en prison. 2 détenus ont affirmé savoir qui était le responsable de la fusillade. Leur déclaration, ainsi que celle de la petite amie de Michael, qui a admis lui avoir aidé à se procurer l'arme, ont constitué le noyau de l'accusation. En 1995, Bell a été jugé et condamné à mort, à l'unanimité. Mais l'affaire ne s'est pas arrêtée. Là, au cours de son procès, Michael a avoué, en d'autres crimes commis des années auparavant, le meurtre de sa compagne de l'époque et de viseur d'un enfant de 2 ans en 1989, ainsi que l'homicide de Michael Johnson, le petit ami violent de sa mère, en 1993. Ce qui semblait initialement être un acte isolé de vengeance s'est révélé être un modèle de violence. Pendant 30 ans, Bell est resté dans le couloir de là. Ses avocats ont tenté de multiples appels en invoquant des irrégularités dans le procès, des préjugés, des témoignages manipulés et le manque de considération pour sa santé mentale. Même quelques semaines avant sa exécution ont donné lieu à des déclarations de témoins qui affirmaient avoir menti lors du procès initial, alléguant avoir subi des pressions de la part des détectives et des procureurs. Cependant, les tribunaux ont estimé que ces révélations n'étaient pas suffisantes pour infirmer le jugement. Le jour de le jugement,
Exécution, Michael s'est réveillé tôt. Il a pris un petit déjeuner composé d'une omelette, de bacon, de pommes de terre et jus d'orange. Il a passé un moment avec un conseiller spirituel et a attendu. À 18 de l'après-midi, il a été conduit à la chambre de l'as. Exécution. Là, les perfusions déjà intraveineuses en place, il a entendu la Forousset. Dernière question du directeur. Avez-vous quelques derniers mots? Michael a répondu. Merci de ne pas me laisser passer le reste de ma vie en prison. Quelques minutes plus tard, le procès commença. À 8h25, Michael Bernard Bell a été déclaré mort. Il avait 54 ans. Après la mort de Michael Bernard Bell, l'histoire n'était pas tout à fait terminée. Pour le système judiciaire de Floride, l'affaire était close avec une peine purge, mais en dehors des murs de la prison d'État, de nouvelles questions, de nouveaux débats et de nouveaux doutes ont commencé de nouvelles questions, débats et doutes qui se sont propagés bien au-delà de l'État. La première réaction est venue les familles des victimes de 1993. Certains ont déclaré publiquement que le Pontouvin-Suniès exécution représentait la fin d'un cycle de douleur qui avait duré plus de 30 ans. Pour eux, Bell avait pris des hasards, des vies innocentes et devait payer de ça. Tienne, nous pouvons enfin dormir, tranquille, a déclaré un parent de Jimmy West aux médias locaux. Cependant, d'autres membres de la famille se sont montrés plus prudents, admettant que l'exécution ne rendait pas leurs proches ni n'effaçait le traumatisme. Presque immédiatement, des groupes de défense des droits de l'homme et les organisations opposées à la peine ont utilisé le cas de Bell comme un exemple pour remettre en question le système. Ils ont souligné les déclarations rétractées des témoins, les erreurs possibles dans l'enquête initiale et le fait que ces dernières semaines, des doutes sur la validité des preuves. Si des preuves ont été fabriquées ou manipulées pour condamner Bell, combien d'autres affaires auraient pu suivre le même chemin? A demandé dans une interview la directrice d'une ONG nationale. Les médias ont commencé à reconstituer histoire complète. Certains reportages ont mis en avant les crimes commis par Bell comme des actes brutaux qui prouvaient qu'il était un homme dangereux. D'autres, en revanche, concentraient leur récit sur les éventuelles irrégularités judiciaires et sur le fait comment un jeune homme de seulement 19 ans avait engagé dans une voie de violence sans jamais bénéficier d'une véritable intervention psychologique. Sur les forums et les réseaux sociaux, la discussion est devenue intense. Certains, ceux qui défendaient fermement l'idée que exécution était nécessaire pour garantir justice et dissuader de futurs crimes. D'autres remettaient en question le coût moral et économique de maintenir une personne pendant des décennies dans le couloir de la mort uniquement pour mettre fin à sa vie. D'autres, des voix se sont élevées pour affirmer que Bell aurait pu devenir un cas emblématique de réhabilitation s'il avait reçu une autre peine. Pendant ce temps, la prison d'État a continué à fonctionner comme à son habitude. Le corps de Bell a été retiré de la chambre de Poncy. Exécution, emballé et remis au service funéraire. Aucun membre de sa famille proche n'est venu le réclamer dans les premières 24 heures, ce qui surprit certains observateurs. Selon rapports ultérieurs, sa mère, déjà vieille dame, elle était en mauvaise santé, état de santé délicat et ne pouvait pas voyager. Au final, c'est un cousin éloigné qui a autorisé le transfert du corps vers un petit cimetière à la périphérie de Jacksonville. La cérémonie fut discrète, presque anonyme, un cercueil simple, quelques fleurs et à peine 3 personnes présentes. Cependant, le véritable impact de l'affaire ne résidait pas dans Fitrolar. Ce funérailles silencieuse, mais dans l'écho qu'il a laissé dans les tribunaux et dans l'axillaire. Opinion publique. Plusieurs avocats, défenseurs ont commencé à examiner d'anciens dossiers à la recherche de schémas similaires, des témoignages obtenus sous la contrainte, des détectives qui apparaissaient dans plus d'une affaire controversée, des déclarations sous serment contradictoires. En quelques semaines, certains médias ont publié des enquêtes liant le détective William Bolena, qui, selon les témoins rétractés, leur aurait demandé d'incriminer Bell à d'autres procès contestés dans les années 90. Cela a déclenché une nouvelle polémique. La Floride avait-elle condamné un homme coupable de homicide? Oui, mais peut-être pas de tous. Ceux qui lui étaient attribués.
Il aurait pu faire face à une peine différente si les preuves avaient été traitées autrement. Le débat ne visait pas à absoudre Michael Bernard Bell de son passé violent. Les victimes étaient réelles et leur décès ne pouvait être nié. Cependant, cela soulevait une question plus large. Un système qui en dépend de témoignages humains, des négociations et des décisions politiques. Certains journalistes se sont même rendus sur place, interviewé Henry Edwards et Charles Jones, les deux témoins qui, en 2025, ont affirmé avoir menti lors du procès initial. Leurs déclarations enregistrées sont devenues virales. J'étais en prison, jeune, effrayé. On m'a proposé de sortir quelques jours, ils m'ont promis des faveurs. Je savais que j'avais mal, mais je pensais que personne ne me croirait si disais la vérité. Maintenant je porte le poids de 30 ans, de cette culpabilité, a déclaré Edwards devant les caméras. Ces interviews ont relancé encore plus la discussion sur la peine de mort. Les législateurs des États qui, avaient jusqu'alors maintenu une position en faveur des exécutions rapides, ont commencé à subir des pressions. Certains ont demandé une révision des protocoles judiciaires et des pratiques, obtention des témoignages dans les années 90. D'autres ont défendu le processus, en affirmant que Bell était un meurtrier et que l'exécution avait été légalement correcte. L'affaire a également eu un impact émotionnel sur la société. Des émissions de télévision et des podcasts spécialisés dans les crimes réels ont reçu des milliers de messages d'auditeurs qui partageaient des histoires personnelles de violence, de membres de leur famille emprisonnés ou d'êtres chers qui avaient été victimes de crimes graves. Pour beaucoup, parler de l'affaire Bell n'était pas seulement un débat sur la justice, mais aussi un moyen d'affronter leur propre relation avec l'ami, punition, au pardon et au système pénal. Aujourd'hui, plusieurs semaines après cette injection létale, son nom fait la une des journaux, des débats et des documentaires en cours de production. Pour certains, Michael Bernard Bell restera l'euro démi, exemple que les actes ont des conséquences inévitables. Pour d'autres, il sera la preuve que même dans les cas les plus évidents, la justice peut présenter des failles invisibles. Même après l'exécution de Michael Bernard Bell, les affaires continuaient de prendre de l'ampleur et de complexité. Ce qui semblait être la clôture définitive d'une histoire s'est transformé en un point de ses foutrons, départ pour des débats plus larges sur le système judiciaire, l'éthique de la peine et l'impact qu'un seul cas peut avoir pendant des décennies. Les répercussions les plus visibles a été la ouverture d'enquêtes internes au sein du bureau du procureur qui a traité l'affaire dans les années 90. La pression médiatique et la découverte de documents anciens ont contraint les autorités de Floride à examiner les dossiers et les enregistrements audio des interrogatoires qui étaient restés longtemps et restés classés. Il a été découvert que plusieurs de ces enregistrements ne comportaient pas les signatures requises et que certains témoignages avaient été transcrits de manière partielle sans inclure les doutes ou les hésitations des témoins. Cela ne signifiait que Bell était innocent les meurtres. Il avait lui-même avoué une partie d'entre eux. Cependant, la révélation de procédures peu claires a ouvert un débat délicat. Si, dans une affaire aussi médiatisée, il y avait eu manipulation, que pouvait-on attendre des procès moins connus, sans ni caméra ni attention publique? Parallèlement, un groupe d'avocats défenseurs a commencé à utiliser cette affaire comme argument dans les appels d'autres détenus dans le couloir de la mort. Ils citaient les déclarations rétractées de Henry Edwards et Charles Jones comme exemple pour montrer que les témoignages obtenus sous la pression pouvaient influencer de manière décisive sur un verdict. Certains juges ont accepté de réexaminer d'anciennes affaires, tandis que d'autres ont maintenu une ligne. Un témoignage rétracté 30 ans n'efface pas les preuves présentées. À l'époque, ont-ils déclaré dans un jugement, mais tous les effets n'ont pas été strictement légaux. Dans les rues, en particulier à Jacksonville, des veillées et des réunions communautaires où les familles des victimes et des condamnés partageaient leurs expériences. Certaines personnes qui avaient perdu des êtres chers à cause d'actes violents affirmaient que l'exécution de Bell ne leur apportait pas la paix qu'elles espéraient. Je pensais que je me sentirais soulagé. Mais je me suis levé le lendemain et la douleur était toujours là, a déclaré la sœur d'une des victimes à un média local.
Au même temps, d'autres voisins ont exprimé leur colère face aux doutes semés par les médias. Pour eux, le fait que Bell ait avoué des crimes antérieurs prouvait qu'il n'était pas un innocent pris par une erreur judiciaire, mais quelqu'un qui représentait une menace réelle. Nous pouvons remettre en question le système autant que nous voulons, mais n'oublions pas que cet homme a tué des enfants, des femmes et des inconnus. Ce n'est pas un martyr, a déclaré un résident. Les réseaux sociaux ont amplifié ces divisions. Certains utilisateurs ont commencé à taguer l'affaire avec des phrases telles que « justice pour les victimes », tandis que d'autres ont lancé des campagnes sous le slogan « doute sur Bell », de courtes vidéos résumaient le dossier, montraient les témoignages rétractés et remettaient en question le fait que le processus judiciaire avait donné la priorité à l'obtention de condamnations rapides plutôt que la recherche de la vérité complète. Alors que le pays débattait certains détails intimes de la vie de Doe Presence, Bell en prison ont commencé à être révélés. D'anciens gardiens et aumôniers ont parlé aux journalistes et ont décrit un homme qui, au fil des ans, avait changé de comportement. Selon eux, au cours de sa première décennie dans le couloir de la mort, Bell était réservé et agressif. Cependant, avec le temps, il adopta une routine presque monastique. Il lisait pendant des heures, écrivait des lettres qu'il envoyait rarement et assistait aux services religieux. Un aumônier a révélé que Bell parlait souvent de son enfance et comment la violence faisait partie de son environnement bien avant qu'il ne commette son premier crime. « Je ne justifie rien, a déclaré l'aumônier, mais il considérait la violence comme un langage quotidien. Il pensait que c'était le seul moyen de résoudre les conflits. Ce type de témoignage a relancé un nouveau débat. Dans quelle mesure la société est-elle responsable des individus qui finissent par devenir des meurtriers? Il arrive un moment où la réinsertion n'est plus possible. Les documentaires et les podcasts ont commencé à travailler sur de longues productions consacrées à l'écoutera affaire. Certains se sont concentrés sur la chronologie des crimes, d'autres exploraient les défaillances structurelles de Siku, un système qui prend du temps. Maintenant, la question est inévitable. Pensez-vous que la justice a été pleinement rendue dans cette affaire? Ou les doutes et les témoignages rétractés changeront-ils votre perception de son destin? Donnez-nous votre avis dans les commentaires. Et, si vous avez trouvé ce contenu intéressant, n'oubliez pas de le liker, de vous abonner à la chaîne et de le partager avec vos amis.